parfum aromatique et médicinal, l'un des grands spécialistes de ces cultures en France, que vous pouvez accueillir sous vos applaudissements nourris. Et avec lui, voilà, petite zapette, je récupère mon portable pour pouvoir timer un peu, et je vais te donner le micro. Merci. Merci Pierre-Yves, je le disais, donc tu es un expert indépendant des plantes à parfum. On va se reposer la question et voilà, il y aura Valentin qui nous rejoindra juste après. On va d'abord se poser la question de l'état des lieux un peu des consommations d'eau en agriculture, des prélèvements d'eau en agriculture. On commence par ça et puis après on se concentre sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre-Yves Matonnet, moi également. En collant le micro sur le menton et on le colle dessous. Regarde, Pierre-Yves, on le colle comme ça et après on n'y touche plus. Allez, j'essaye. Donc on va redescendre un peu dans cette vision mondiale de l'eau et redescendre un peu sur la filière qui intéresse particulièrement les cosmétiques, la filière plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc déjà un constat, c'est que l'agriculture dans le monde, elle consomme 70% de l'eau. Verte, bleue. J'ai essayé un peu de ressentir la filière PAM dans toutes ces consommations. Donc les grandes cultures, vu les surfaces, donc là on est tombé au niveau français. Donc les besoins pour les grandes cultures, céréales, oléagineux, maïs, dont on a parlé, c'est à peu près 2,5 milliards de mètres cubes de prélèvement d'eau par an, enfin de besoins pour établir le cycle des cultures. Le maraîchage, 487 millions de mètres cubes. L'arboriculture, 190 millions de mètres cubes. Et les PAM, donc où on est une filière que je pensais très résiliente avant l'intervention de Samuel, mais qui finalement, n'est peut-être pas forcément, parce qu'on a 80% de PAM non irrigués, mais on est finalement très peu pourvoyeurs d'évapotranspiration. Donc elle est résiliente, elle est robuste aussi peut-être, mais elle ne suffit pas elle seule à régénérer les écosystèmes. Mais elle a quand même son intérêt. C'est ça. Les PAM, en fait, ont leur place énormément dans les écosystèmes de pays arides, de zones très particulières. Mais finalement, j'ai appris qu'on était des très petits pourvoyeurs d'eau verte ou d'eau bleue. Je me suis un peu perdu entre l'eau verte et l'eau bleue. D'eau verte. D'eau verte. Donc, pour en arriver à des prélèvements de à peu près 14 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc, ce qui est finalement très peu. Bon, on ne va pas revenir sur l'eau verte, l'eau bleue, tout le cycle. Donc, je passe rapidement là-dessus parce qu'on l'a bien évoqué, Samuel l'a très bien évoqué. Combien d'hectares en France? Combien d'hectares en France? Donc, on a 69 000 hectares. Alors, ce n'est pas HE, c'est 69 000 HA, hectares, de PAM en France. Ça représente moins de 1% de la SAU française cultivée. Je mets à l'écart deux espèces qui sont comptabilisées dans notre filière. La coriandre, qui est en fait un phénomène qui... C'est pas lié à un marché. Il y a un marché de coriandre qui est important. Oui, mais il y a eu un effet PAC, on va dire. Il y a eu un effet PAC. Politique agriculture commune. Pour convertir des surfaces, il y avait un niveau de conversion qui était important et beaucoup de producteurs se sont mis à faire de la coriandre pour au moins pendant un temps pour passer les subventions. Leur assolement en bio. Et l'autre exemple, c'est, enfin, l'autre secteur que j'exclus de cette filière, c'est le pavot, l'œillette amorphine, où on est sur quand même des surfaces importantes, puisque ça peut représenter, selon les années, entre 5 et 12 000 hectares. Donc pour faire l'amorphine, donc c'est des cultures sous contrat, qui sont comptabilisées dans notre filière, mais qui pour nous n'ont pas d'intérêt à être traitées. Donc il reste 44 000 hectares. Il nous reste 44 000 hectares. Donc destinés aux différents marchés des huiles essentielles, hydrolat, herboristerie, plantes fraîches et extractions diverses. Donc
tous vos métiers de cosmétique, les métiers de parfumerie, les métiers d'arboristerie, enfin l'agroalimentaire, et puis l'extraction, le médical aussi. Donc la répartition est quand même, il y a des PAM aujourd'hui partout en France. Hein. Je ne connais plus un département où il n'y ait pas eu au moins 1 ou 2 hectares de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Quand même des grosses spécialisations. Le sud-est pour les plantes à parfum, lavande, lavandin, saugeuse clarée. Le Maine-et-Loire pour les médicinales. C'est historique, hein, ça date depuis... en fait, cette filière s'est développée en fonction des écosystèmes présents. Et il s'avérait que les plantes de garrigue étaient plutôt dans le sud-est. Donc rapidement, les exploitations sont spécialisées là-dessus. Le Maine-et-Loire, on était plus sur des logiques médicinales et des plantes comme l'angélique, la camomille, qui se sont réparties donc chez eux. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des... Bon, la Corse pour l'immortel et puis les plantes de garrigue. Donc il y en a un peu partout. Alors je vous ai divisé quand même les espèces produites. Il y a à peu près aujourd'hui 250 espèces différentes. Hein. Je ne parle pas de variétés, je parle bien d'espèces produites sur le territoire. Donc on a des espèces qui poussent sans eau ajoutée, c'est-à-dire sans irrigation. Lavande, lavandin et toutes les autres palmes de garrigue, hein, les thym, romarin, immortel, sauge officinale, énormément, qui représentent quand même 80% des 44 000 hectares. Des espèces qui ont besoin d'un peu d'eau d'irrigation, hein, en plus de la pluviométrie. Donc j'ai classé les plus importantes pour nos filières, les menthes, la camomille romaine, toutes les espèces annuelles, fenouil, aneth, coriandre, où là on a besoin d'irrigation pour assurer la levée et pour assurer une bonne production de graines. Elles se répartissent sur 4500 hectares, soit à peu près 15% de la SAU PAM. Leurs besoins en eau annuels sont de à peu près 1500 mètres cubes par an. Et on a quelques espèces qui sont très gourmandes en eau. Alors, l'angélique, le basilic, le persil, et toutes les espèces exotiques qu'on voit fleurir un peu à travers le territoire. Je pense au titri, à la Géranium rosa, qui, elles, ont quand même des besoins en eau très très importants, puisqu'on est sur des besoins en eau d'à peu près 3000 mètres cubes pour accomplir un cycle ou plusieurs cycles. Ouais, de l'intérêt de bien savoir où sont produites ces cultures-là, pour savoir si c'est des zones sous tension en eau, c'est peut-être pas le plus optimal. Si c'est des endroits qui sont dans des espaces où il y a des cycles ralentis et régénérés, là on aura peut-être moins de problèmes. On en parlera dans l'adaptation, mais voilà, on reste de l'adaptation, j'ai encore appris. C'est de l'adaptation. Alors, je tenais comme quand j'ai su que j'allais intervenir auprès de la cosmétique, je voulais parler de la distillation à la vapeur d'eau, parce que on est en effet, nous l'eau ne s'arrête pas au simple acte de production. On a besoin de l'eau pour créer de la vapeur, pour extraire nos plantes, pour créer des huiles essentielles et des hydrolats. Donc les distilleries, c'est pareil, elles se modernisent, elles prennent en compte les économies d'énergie, dont l'eau. Hein. L'eau est essentielle. Donc l'eau pour créer de la vapeur, mais aussi l'eau pour refroidir la vapeur. On est dans des systèmes aujourd'hui où on essaye d'optimiser vraiment cette ressource. Bon, pour mémoire, il vous faut à peu près 1 litre d'eau pour créer 1 kilo de vapeur. Donc c'est très... je vous ai mis le séchage des PAM aussi parce que on se rend compte que l'eau intracellulaire, dans le séchage, on est de plus en plus sollicité pour avoir des produits un peu nouveaux. C'est-à-dire qu'en séchant avec la déshydratation, on est capable
au-delà de l'eau, de récupérer une partie de l'eau de séchage pour en faire un produit qui peut être utilisé dans des bases cosmétiques ou d'autres produits. C'est pour ça que je vous ai cité aussi le séchage. Donc, il faut bien savoir aussi que tous ces procédés, c'est vraiment l'activité des producteurs. Oui, ça reste dans le prolongement d'une exploitation agricole, c'est ça que je veux dire. On n'est pas encore dans une dynamique vraiment industrielle, et pour autant, on est dans un procédé de transformation consommateur en eau, en énergie. Tout à fait. Et ça a été oublié, et c'est pour ça que je vous cite. Ça nous a enfermés, des fois, dans des réglementations, pour nous inadaptés, producteurs de PAM, puisqu'on maîtrisait la production, la distillation, qui font partie des exploitations. Et on s'est fait enfermer dans REACH, par exemple. REACH, vous connaissez tous REACH. La réglementation européenne qui porte sur les une molécules. huile essentielle n'est pas un produit agricole. Une huile essentielle est un produit industriel. Et pourtant, de ce fait, on est soumis à la réglementation REACH. Oui, mais l'huile essentielle n'est pas un produit anodin. Alors ça tout à fait. L'huile essentielle et son hydrolat. L'hydrolat est un peu moins, un peu moins problématique. Mais voilà, ça fait partie des choses que je voulais. J'avais mon petit coup de gueule aussi. C'est l'endroit. Alors bon, c'est pareil, je me suis perdu hein, quand l'eau verte devient l'eau bleue. En fait, non. J'ai appris que ce n'était pas forcément vrai. Mais c'était pour vous dire qu'en 2002, quand Cosme Bio a été créé, nous, ça a été quelque chose d'assez important pour notre filière. Puisque le cahier des charges Cosme Bio donne une nouvelle dimension aux producteurs distillateurs de PAM, avec la certification d'eau bio. Et un produit qui, nous, jusqu'à 2002, alors il y avait quelques personnes qui utilisaient les hydrolats, mais d'un produit que finalement on jetait ou qu'on recyclait, est devenu un produit demandé par vos secteurs d'activité. On reformule ça, ça veut juste dire qu'à défaut d'avoir de l'eau bio, parce qu'on n'a pas d'eau bio à date, on ne peut pas certifier de l'eau bio, sauf erreur de ma part, hein, on bascule sur un hydrolat. Hydrolat ou eau florale. Ou eau florale qui, lui, peut être certifié bio et donc être conforme au cahier des charges Cosme Bio. C'est ça. Et permettre à Cosme Bio de garantir un pourcentage important de constituants bio dans les produits finis. Voilà. On passe la parole peut-être à Valentin pour avoir un regard sur comment ça marche dans l'entreprise. J'espère que je n'ai pas coupé la parole trop tôt, Pierre-Yves, mais je crois que c'est bon. Et après, on se posera la question. Il faut de pouvoir contribuer très directement à la régénération des écosystèmes. Côté Hydros, bureau d'études, Valentin Aude. Aude ou Odé, j'ai un doute d'un coup. Aude, c'est bon. Donc bureau d'études spécialisé sur l'évaluation environnementale, notamment on fait de la sensibilisation, de la formation, de l'étude et du conseil. Et donc là, on va faire un zoom plutôt sur l'intérieur de l'usine cosmétique notamment et le produit, l'empreinte environnementale et l'empreinte eau d'un produit cosmétique, en prenant quelques exemples. Exactement, exactement. Donc en effet, moi je viens d'Hydros, qu'on a cofondé avec Mathieu, qui est mon associé, et on fait de la sensibilisation et du conseil, notamment pour le secteur industriel et de la cosmétique. Et je vais vous parler très rapidement, parce qu'on a déjà vu pas mal de couleurs d'eau, de l'empreinte eau. Alors j'en rajoute une couleur ici, parce que vous aurez en plus l'eau grise, mais vous avez l'empreinte eau bleue. Alors grossièrement, c'est l'eau douce que je viens capter dans les rivières, les nappes souterraines, les lacs, etc. J'ajouterai juste une toute petite élément sémantique de précision qui est la différence entre prélèvement et consommation. Nous, quand on compte de l'empreinte eau pour faire de l'évaluation environnementale, on va regarder la consommation d'eau. Vous savez ce graphique ici qui est assez illustratif, qui vous donne en fait, en France, les prélèvements et les consommations. Alors, les grands carrés bleu foncé, c'est le prélèvement en eau. Le plus gros préleveur, vous voyez, c'est les centrales thermiques, notamment nucléaires en France. Et le petit carré bleu clair, c'est parmi cette eau que j'ai prélevée, que j'ai pris au milieu, il y en a juste une toute petite partie que je consomme, effectivement. Alors pour les centrales thermiques, c'est l'eau que vous voyez qui s'évapore des tours aéroréfrigérantes. Donc finalement, le plus gros préleveur en France, on pourrait se dire, c'est les centrales thermiques. Mais en fait, qu'est-ce qui compte principalement? C'est plutôt la consommation. Et on voit que c'est l'agriculture qui ressort pas mal, qui est le
plus gros consommateur, un petit préleveur, mais tout ce qu'il prélève, il le consomme. On met de côté quand même les enjeux thermiques. De Qualité d'eau, parce que là, c'est il y a quand purement même des enjeux du côté du Exactement, refroidissement des tout à centrales électriques thermiques. Tout à fait. En gros, ce qu'on consomme, c'est ce qu'on exporte en quelque sorte du lieu dont je me trouve. Exactement, il est plus disponible pour les autres usagers de mon bassin versant, en fait. Mais elle n'est pas complètement perdue non plus, parce que cette eau, elle va à un moment se retrouver quelque part. Alors l'eau verte, maintenant vous êtes des pros, donc je passe rapidement, c'est l'eau évapotranspirée par les plantes ou stockée par les plantes. Ça a des impacts notamment sur tout le volet agricole. Et donc, comme je disais, j'ajoute une couleur qui est l'eau grise. Alors justement, elle aborde cette question de la qualité de l'eau. Et quelle est l'idée? C'est un peu théorique, mais globalement, c'est le volume d'eau qu'il faut pour que je dilue suffisamment à des normes acceptables les polluants que je rejette. Alors ça fait sens notamment dans l'industrie parce qu'on a ces enjeux de qualité et de rejet de matières organiques, toxiques. On a entendu parler des PFAS, etc. Donc voilà. Donc c'est pas forcément un volume consommé ou rejeté, c'est vraiment un volume théorique que je recalcule pour dépolluer les eaux, en tout cas des contaminants que j'ai. Le volume que je pollue avec les rejets que je fais dans le milieu. Ouais, c'est ça. Et donc en faisant la somme de ces trois couleurs d'eau, ça me donne l'empreinte eau. Et ça, je peux le faire pour un produit cosmétique, donc on en a fait pour pas mal, mais là je vous donne l'exemple d'un shampoing liquide et vous avez la répartition. Alors si je fais la somme de ces trois couleurs d'eau, ça me donne autour de 400 litres pour une bouteille de 250 millilitres. Vous avez la répartition entre cette eau bleue, cette eau verte, cette eau grise, et vous allez avoir la répartition sur la chaîne de valeur. Alors qu'on voit une grande partie en fait, c'est l'amont agricole, donc tout ce qui est production de matières premières agricoles, qui sert dans la fabrication de ce savon, principalement de l'eau verte. Vous avez l'aval aussi, parce que ensuite votre savon, vous allez l'utiliser pour vous doucher ou autre, vous allez consommer de l'eau, et vous avez la partie industrielle. Alors qui peut paraître petite, hein, mais finalement la partie industrielle, l'eau est essentielle à cette activité. Hop, j'avance un petit peu. L'eau est essentielle et vous avez juste à regarder la composition d'un produit cosmétique. Le premier ingrédient dans la plupart des cas, c'est de l'eau. Donc nous, l'idée c'était de faire un peu un parallèle avec Pierre-Yves et de regarder dans l'industrie qu'est-ce qu'il en est. Alors je vais faire un peu à l'inverse des choses, je vais commencer par les solutions et puis je vous montrer après le constat. Mais globalement, nous on va pas mal dans des entreprises, dans des industries pour regarder un petit peu quelles sont les consommations d'eau, faire ce qu'on appelle un audit hydrique et regarder ensuite les solutions que je peux mettre en place. Les solutions, quelles sont-elles? Vous avez 4 catégories. Sensibiliser, on va regarder ce que c'est, mesurer pour comprendre où est-ce que je peux agir, réduire et puis réutiliser. Sensibiliser, on pourrait se dire, bon, on parle beaucoup de sensibilisation, c'est pas très effectif. En pratique, souvent, c'est le premier levier parce que dans une usine agroalimentaire, dans une usine industrielle, vous avez des processus où les opérateurs sont directement à la manœuvre sur les commandes, sur le nettoyage, etc. Et en pratique, on a eu le cas il y a 2-3 semaines chez un industriel agroalimentaire, vous agissez sur un agent qui agit sur le nettoyage. En changeant ses pratiques, on peut réduire de quasiment 10 à 20% parce qu'il a la main un peu lourde sur certains centrales de nettoyage, par exemple. Donc c'est un levier qui ne coûte pas très cher et qui est malgré tout très très efficace. Deuxième point ensuite, mesurer. Je me dis, bon, dans mon usine, finalement, en fait, j'ai ma facture tous les 6 mois, je ne sais pas où elle est dans un classeur au fin fond de mes archives. Je regarde deux choses. Je regarde quelles sont mes consommations d'eau, alors faire ma cartographie des consommations pour me dire, dans mon usine, je consomme 2000 m3 à l'année. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour du refroidissement? Est-ce que c'est pour du lavage? Est-ce que c'est pour mettre dans mon autre process? Bon, donc ça, c'est la première étape à faire, c'est faire cette espèce d'audit pour me dire où sont mes consommations. Deuxième étape, c'est suivre cette cartographie des consommations dans le temps. Pourquoi? Parce que souvent, on a le cas une fois sur 3 dans nos clients, il y a eu une fuite dans les 2-3 dernières années et ça surconsomme de 10, 15, 20, 25% ces consommations. Et donc, si on suit de manière assez régulière avec des petits modules, là vous avez un exemple ici, ben on a quelque chose qui nous permet de détecter très rapidement une fuite et de la stopper, ce qui permet d'économiser de l'eau de manière assez efficace et facile. Bon, une fois que j'ai mesuré, je me dis, bon, ben, comment je peux réduire mes consommations? Et là, il faut imaginer deux choses. Il faut imaginer l'image du robinet qui est ouvert. Pour réduire le volume qui est utilisé dans un robinet, vous avez deux manières. Soit vous l'ouvrez moins longtemps, donc là vous agissez sur les process, soit vous faites en sorte qu'il coule moins. Donc vous changez le mousseur, vous mettez quelque chose qui coule moins vite, et si vous l'ouvrez 1 minute, il va consommer moins d'eau. Ça, c'est jouer sur les équipements. Donc c'est en gros, je vulgarise, après vous avez des machines un peu plus compliquées, mais c'est les deux manières. Là, vous avez des exemples de changements de pratique avec des boules de lavage, des choses un peu plus adaptées avec des cycles de lavage qui sont plus courts. Ça, on agit sur les process. On n'a pas forcément d'investissement, mais on agit vraiment sur les pratiques dans nos usines. L'autre point, c'est d'agir sur les équipements. Un gros poste de consommation, on va le voir après pour le cosmétique, c'est le nettoyage.
on peut ajouter de l'air comprimé dans mes jets pour essayer de réduire un petit peu le débit de ces équipements. Et quatrième, du coup, piste de solution, c'est la réutilisation. Utiliser des eaux non conventionnelles, pas forcément de l'eau du réseau. Alors, le premier point, c'est passer en circuit fermé, pour se dire j'ai mon refroidissement qui a eau perdue, plutôt que de rejeter de l'eau, je la réutilise pour d'autres choses et je la passe en circuit fermé. Ça, c'est des volumes d'économie assez gigantesques et c'est un gisement très important. L'autre point, c'est valoriser des eaux non conventionnelles. Donc ça peut être des eaux de pluie, des eaux de process qui sont propres que je réutilise, de la réhute, c'est-à-dire réutiliser les eaux usées traitées. Et ça, c'est beaucoup à la mode en ce moment, parce que le cadre réglementaire a pas mal évolué dessus. Et donc ça nous permet d'avoir des nouvelles sources d'économie et de ne pas utiliser de l'eau du réseau pour mon usine. Qu'est-ce qu'il en est dans la cosmétique? C'est quoi les gros postes de consommation d'eau si je prends une usine cosmétique? Bon, le premier, c'est le lavage. Hein. C'est souvent le cas dans les usines en France. Le lavage, donc c'est le rinçage des cuves, ça va être le nettoyage des surfaces, etc. etc., etc. Donc là, vous avez des choses sur le process qui vont être les variations sur comment vous organisez votre production pour essayer de réduire un petit peu les cycles de lavage que vous allez faire. Vous allez avoir aussi des actions de boules de lavage, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième point, c'est l'eau comme ingrédient. Et là, donc, je fais peut-être du lien avec ce que disait Pierre-Yves sur la partie réutilisation d'hydrolat ou réutilisation d'eau. On peut avoir des choses à mettre en place là-dessus avec les eaux florales ou les hydrolats qui peuvent être utilisés plutôt que d'utiliser de l'eau osmosée qui en plus coûte assez cher à produire. On a pas mal de pertes avec les résidus de cette osmose. Et ensuite vous avez au moins les autres usages, production de vapeur, du refroidissement pour les machines, etc. etc. Et ensuite, le dernier point, c'est de se dire, quand je suis une entreprise de la cosmétique, comment je peux agir aussi sur deux choses. Mon amont agricole, on a mis des exemples d'entreprises qui font ça, et aussi sur mes produits, repenser un petit peu mes produits sur des choses qui sont secs, des produits où l'utilisateur va lui-même mettre son eau, des produits solides, etc., etc. Donc c'est aussi repenser un peu en dehors de son outil de production les produits que je vais pouvoir proposer. Parfait, merci à tous les deux. Pierre-Yves, peut-être que tu peux reprendre la main et me redonner la zapette. Juste une question, comment ce constat-là, il se fait alors que justement le climat change et du coup comment on s'adapte à court terme, encore une fois, à défaut de pouvoir simplement régénérer, ou simplement. En tout cas, comment l'amont agricole et les producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales s'adaptent au changement climatique? Alors oui, c'est une très grande problématique dans notre filière hein, depuis maintenant 15 ans, une bonne quinzaine d'années où le constat est là, le climat change et donc les pluies deviennent irrégulières, alternance sécheresse prolongée, et épisodes torrentiels imprévisibles. Alors ça c'est typiquement ce que n'aime pas une espèce comme la lavande. Je comptais le dire un peu plus tard, mais on a quand même deux espèces aujourd'hui qui sont en danger liées à ce changement climatique. C'est la lavande angustifolia, donc la lavande fine. Hein. Je ne parle pas des lavandes clonales. Lavande fine qui pousse au-delà de 800 mètres, normalement, naturellement. Et l'Arnica montana également, qui pose souci aujourd'hui. Les exemples qui sont cités, c'est vraiment les conséquences du changement climatique. Et la filière, nous, si on peut passer à l'autre, bien sûr que on s'adapte alors avec nos organismes techniques, hein, je vais citer l'ITEPMA, le CRIEPAM, où on travaille depuis des années, alors c'est rigolo parce qu'on est encore sur le bas de l'échelle de Samuel sur la sélection, essayer de trouver en plus de l'adaptation, j'allais dire génétique de la plante naturellement, on essaye de voir s'il y a des gènes de sensibilité à la sécheresse, à la chaleur existent. Également l'agroforesterie. L'agroforesterie, nous on est une filière où on a toujours été finalement dans des logiques d'agroforesterie, puisque sur les 250 espèces produites sur le territoire, on a des arbres, on a des arbustes, on a des plantes vivaces, on a des plantes annuelles. Et j'ai toujours participé, moi aussi, à Étoile-sur-Rhône. Il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme TAB,
qui existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, et où on avait intégré les PAM dans des systèmes résilients, en alternance, en rotation de culture. Donc l'agroforesterie, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Et l'enherbement des entrerangs également. Aujourd'hui, il y a une grande révolution, hein, mais ça, bon, les générations agricoles, c'est comme ça. Les parents faisaient comme ça, donc les enfants doivent faire comme ça. Et c'est très long. Le changement en agriculture, il est très, très, très long. Et aujourd'hui, quand même, on a des jeunes qui arrivent avec des bagages de la réflexion, ils voyagent, ils écoutent, ils ont beaucoup plus de connaissances et ils arrivent à faire évoluer les pratiques. Et on voit quand même que ça se met en place. Et donc des techniques qui étaient complètement aberrantes, hein, c'est-à-dire enherber un entrerang, mais c'était aberrant. Considéré historiquement comme vraiment une idiotie, finalement ça devient quelque chose Ça devient quelque chose qui est recommandé. Qui est recommandé et qui a de multiples fonctions, au-delà de l'eau. Hein. Il a des fonctions sur la matière organique, elle a des fonctions sur les auxiliaires, elle a des fonctions sur les maladies, sur la capacité de la plante à accepter des sécheresses. Et de plus en plus, même, on dit qu'on a beaucoup de plantes qui très solaires, qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et aujourd'hui, on se rend compte que la lumière, elle a changé aussi. Et que l'influence de la lumière n'est pas du tout la même sur les végétaux que ce qu'elle était il y a 15-20 ans. Moi, je suis toujours un peu... On parlait beaucoup d'ozone, et on n'en parle plus. Mais je pense que le phénomène est toujours là et qu'aujourd'hui, en fait, les végétaux brûlent sous les rayons solaires. Et donc là, on revient à l'agroforesterie et on est de plus en plus en train de chercher des systèmes où on va chercher à faire de l'ombre, même pour des plantes qui normalement sont solaires. On parlera tout à l'heure aussi d'agrivoltaïsme, qui est une alternative aussi à ces sujets-là. Du côté de l'usine, là aussi, en passant son micro à Valentin, du côté de l'usine, là aussi, il y a des sujets d'adaptation au changement climatique qui sont nécessaires ? Oui, tout à fait. Alors moi, quand on parle des clients dans le cosmétique, il y a deux choses qui reviennent. Il y a l'amont agricole que vous avez évoqué. J'ai remis un petit graphique ici, mais qui fait écho avec ce que disait Samuel. C'est la courbe bleue foncée, c'est bleu en trait plein, c'est le besoin en eau de la plante au cours du temps. Là, en l'occurrence, c'est du maïs. Avec l'été. Exactement. On a son pic en été parce que c'est pas une plante qui est endémique en France. Et la courbe en pointillé, c'est les précipitations. Donc on voit qu'on a le creux en été parce qu'il pleut moins en été et au contraire, on a le pic. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique ? La courbe en trait plein, elle monte parce que la plante transpire plus parce qu'il fait chaud et avec le changement climatique, il y a moins de précipitations en été, donc on a un déficit hydrique qui est beaucoup plus important. Donc il faut potentiellement irriguer. C'est ce qu'on évoque quand on prépare avec Pierre-Yves. Il y a l'irrigation qui évolue et qui est plutôt en phase d'augmentation. Bon, ça c'est pour la main agricole. L'autre point pour la partie industrielle, c'est ce qu'on appelle les arrêtés sécheresse qui revient le plus, c'est-à-dire le préfet d'un territoire dit on est en plein de mout, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Les industriels, vous allez couper le robinet. Alors il y a différents niveaux, ça peut être 5%, 10%, ça va jusqu'à 25%. Et donc c'est ce point-là qui est le plus prégnant pour les industriels. Il y a des moyens de se prémunir. C'est-à-dire que si en fait vous avez réduit de 20% vos consommations par rapport à 2018, vous pouvez être exonéré de ça. Si vous avez mis en place 20% de réutilisation d'eau sur votre usine, vous pouvez éviter ça. Donc il y a des moyens un peu incitatifs pour inciter à la sobriété les entreprises, pour essayer de passer à travers ces arrêtés sécheresse. Mais ça, c'est un enjeu financier super important, parce que si son usine s'arrête pendant 2-3 jours, c'est plus un problème seulement de la direction RSE, c'est un problème de la direction stratégique, disons, pour l'entreprise, parce que ça impacte son chiffre d'affaires et son activité. Donc voilà, on voit avec vous que des sujets, on va dire environnementaux, deviennent des sujets stratégiques, business et de résilience de business ou de robustesse du business face aux aléas climatiques. Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. Ça continue de poser le cadre sur l'état des lieux.